Salut tout le monde! Maintenant, une petite capsule qui va traiter des notions de stéchiométrie. Une capsule qui va aller plus sur le côté conceptuel et pas nécessairement uniquement sur le côté numérique. Pour ce qui est du côté numérique, vous allez avoir d'autres capsules qui sont disponibles pour faire des exemples qui sont propres à la chimie. Mais ici, je vais essayer de vous amener le sujet là, pour clarifier le tout, pour avoir aussi une idée de comment ça se fait et de pourquoi on fait la stéchiométrie quand on fait un cours de chimie. Donc à ce moment-là, commençons par une courte définition et son utilité à cette stéchiométrie-là. C'est une définition totalement maison, c'est moi-même là, qui l'ai écrit dans le sens que j'ai écrit ce qui me passait par la tête, surtout en lien avec ce qu'on fait dans le cours. Donc vous allez probablement, si vous cherchez, trouver d'autres définitions de ce qu'est la stéchiométrie, mais c'est ici ce que j'espère en faire avec vous. Donc oui, ça va être des calculs. Ce qui est important dans la stéchiométrie, c'est des calculs qui utilisent les rapports molaires. Donc c'est important qu'on transforme les quantités en nombre de moles. On va voir ça là, tout à l'heure, le pourquoi du comment. Et le but, en fait, c'est de modéliser ou de visualiser les collisions entre les composés chimiques. En termes, là, on peut se l'imaginer dans notre tête comme des boules. Donc des atomes comme étant des balles ou des ballons, des boules, là, ou des billes qui entrent en collision et qui changent leurs proportions, qui changent leurs arrangements. Donc, autrement dit, les collisions entre les composés chimiques. Donc, ça permet de modéliser ça. Puis, ça permet aussi de prédire les résultats des collisions. Avec la stéchiométrie, on écrit la formule des produits, là. Donc, justement, autant en termes de formule chimique que de quantité obtenue. Donc, c'est les deux choses qu'on fait quand on fait de la stéchiométrie dans ce cours-ci. Je me permets de dire aussi que c'est quand même en lien avec la nomenclature que vous avez fait récemment, parce que la nomenclature, c'est pas uniquement dans un but d'apprendre des noms de composés chimiques, mais c'est surtout, je vous dirais, vous familiariser avec les formules chimiques et essayer de visualiser ceci comme étant des entités que vous pouvez identifier comme il faut. Et aussi, vous allez voir quand on fait des réactions chimiques, il y a des ions qui changent de place, il y a des atomes qui changent de place. Donc la nomenclature nous aide là, à visualiser les composés chimiques en termes de formules, ce qui nous permet ensuite de peut-être, là, j'espère, de mieux comprendre la stéchiométrie en tant que telle. Fait que c'est vraiment en lien, ces deux trucs-là, là, c'est pour ça que je tiens à en parler. On n'a pas fait la nomenclature uniquement dans un but de vous faire apprendre des règles, c'est pour vous amener à une visualisation des composés chimiques en tant que tels. Donc, c'est ce que la stéchiométrie va nous permettre de faire dans notre cours. Donc, si je continue, premièrement, souvent, je me fais poser la question pourquoi il faut absolument s'en aller en nombre de moles alors qu'on pourrait peut-être travailler en grammes. Il y a plusieurs raisons, là, mais je l'ai un petit peu mentionné dans ma définition aussi, c'est que, premièrement, les atomes, ils sont différents. Hein. Quand on prend des atomes différents, là, de différents numéros atomiques, là, bien, ils vont avoir des masses et des masses molaires qui sont différentes. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la grosseur de ces boules-là, ainsi que leur masse, ne sont pas égales entre eux, ou entre elles, je devrais dire. Ça veut dire que deux atomes de nature différente n'auront pas les mêmes propriétés de masse et de grosseur. Donc, c'est première chose. Ensuite de ça, ben, je l'ai dit tantôt, quand on fait de la stéchiométrie, c'est qu'on essaie de modéliser les collisions. Donc, les collisions, c'est des réactions chimiques. C'est entre un nombre précis d'atomes de chacun des réactifs. Et à ce moment-là, il faut faire un décompte. Il faut savoir combien du composé A et combien du composé B entrent en collision ensemble. Et ça, indépendamment de leur masse. Parce que c'est pas leur masse qui définit la réaction chimique, c'est vraiment la collision en tant que telle. Donc, pour visualiser ces petites boules-là, il faut se détacher de leur information, de leur masse. Et c'est là que la masse molaire devient d'une importance capitale. Ça permet de convertir des masses en nombre de moles. Donc, c'est ceci qu'on veut faire avec les moles, naturellement. Et justement, hein, que l'atome soit petit ou gros, c'est la collision entre deux atomes, ou plus, là, des fois c'est quand même plus, là. C'est la collision qui est importante et non pas la masse de chacun. C'est pour ça qu'on transforme ceci en moles. Ce qui nous permet de compter les petites boules, peu importe leur masse. Donc, comme je vous dis, on se détache de l'information de la masse en utilisant la masse molaire pour calculer des moles. Donc, ce qui est important, c'est de savoir combien en décompte on a de chacun des réactifs et non pas combien en masse on en a.
Les deux informations sont intimement reliées, mais ce qui est important quand on fait de la modélisation de réaction, c'est de savoir combien il y en a qui rentrent en collision vraiment l'une avec l'autre. Donc ça, c'est pourquoi on y va en mol. Je vais essayer de vous imaginer ça avec peut-être des choses qui sont plus visuelles. Si je vous demande, on a une balance, là, puis je vous dis peser environ 200 grammes de balles de tennis sur une balance et peser environ 200 grammes de balles de ping-pong sur une autre balance. Donc, à quoi ça peut ressembler? Vous allez avoir une balance numéro 1, vous allez prendre des balles de tennis et vous allez les mettre dessus. Lorsqu'on met les balles de tennis dessus, ce qu'on se rend compte, pour avoir à peu près 200 grammes, ça va nous prendre 4 balles de tennis. Donc, ma deuxième balance vient d'apparaître là. Ça va nous prendre 4 balles de tennis pour avoir à peu près 200 grammes. J'ai vérifié là sur Internet, une balle de tennis, c'est entre 50 et 55 grammes. Là. Donc, on peut approximer que 200 grammes de balles de tennis, c'est 4 balles de tennis. À ce moment-là, vous allez aussi prendre une deuxième balance et vous allez prendre des balles de ping-pong, puis on va les mettre dessus. Hein, on va peser nos balles de ping-pong. Et pour arriver à 200 grammes, bien, ça va nous prendre à peu près 67 balles de ping-pong. Encore une fois, j'ai vérifié la masse, là, c'est à peu près 3 grammes de la balle de ping-pong. Donc, pour avoir 200 grammes de balles de ping-pong, ça nous prend à peu près 67 balles. Mon point ici, c'est que si on imagine ces balles qui sont différentes, hein, que vous imaginez très bien différentes l'une de l'autre, si on imagine que ces balles-là sont des atomes de nature différente, mais ce qu'on se rend compte, c'est que pour une masse égale, le nombre de chacune des balles, le nombre de chacune est vraiment différent aussi. Okay? Donc à ce moment-là, on sait que une balle de tennis, c'est plus lourd qu'une balle de ping-pong. Là, j'imagine qu'on peut imaginer ça très très facilement. Bien, c'est normal qu'on ait moins de balles de tennis pour se rendre à 200 grammes que de balles de ping-pong. Bien, les atomes, c'est pareil. Hein? C'est pour ça qu'on peut pas faire des stéchiométries en grammes, parce que la masse d'un certain atome et la masse d'un autre atome ne représentent pas le même nombre de boules. Et ce qui est important, quand on fait de la stéchiométrie, c'est le nombre de boules. Donc à ce moment-là, l'information qui est ici doit être transformée en nombre de balles, comme j'ai fait ici, pour faire la stéchiométrie. Puis à ce moment-là, si on se dit qu'entre une balle de tennis et une balle de ping-pong, il y a une réaction qui se fait, et que pour chaque balle de tennis, il y a 2 balles de ping-pong qui sont capables de se lier à cette balle-là, bien, on va se rendre compte qu'on a très peu de balles de tennis et beaucoup trop de balles de ping-pong dans cette réaction-là, et on va épuiser nos balles de tennis avant que les balles de ping-pong soient épuisées par la réaction. Donc, c'est la même affaire pour les atomes. C'est pour ça que c'est important de savoir combien de balles on a, et non pas la masse du total des balles, parce que la masse ne nous indique pas, à prime abord, combien de balles on a de chacune. Il faut diviser par la masse molaire pour arriver au nombre de balles en tant que tel. Donc, c'est une façon de visualiser ceci. Là. Pour les atomes, c'est la même chose. Donc, pourquoi on y va en nombre de moles? Parce qu'on a besoin de compter les fameuses balles. Aussi, quand on fait de la stéchiométrie, vous allez voir que c'est une question de calcul de proportion. Comme je vous disais, là, avec l'exemple que j'ai donné avec les balles, la proportion que j'ai dite rapidement, là, c'est que comme une balle de tennis pour 2 balles de ping-pong. Okay, donc ça, c'est des proportions entières là, qui vont nous dire que pour tant de balles de type tennis, ben, il va y avoir tant de balles de type de ping-pong qui va réagir avec. Bien, ça reste un calcul de proportion. Une autre façon que j'ai de l'imager, souvent je commence avec ceci en classe, quand on pose des questions sur les stéchiométries, puis je dis, ben, regardez, imaginez quelque chose. Mettons qu'on prend du pain. Okay? Et on va prendre des tranches de jambon, donc une tranche ici, et on va se faire une sandwich, très très simple. J'ai pris une image de sandwich qui était très très sec, là, pour la plus simple possible. Là. Il y en avait des plus belles que ça, mais c'est plus ce que je voulais. Là. Ben, la première chose que je pose comme question, ça ici, en fait, c'est un calcul de proportion. Puis là, je dis aux étudiants, ben là, ici, il manque peut-être une information dans l'équation. Puis souvent, les étudiants me disent, ben oui, il manque quelque chose, parce que pour faire une sandwich avec, mettons, une tranche de jambon, on fait une sandwich très très modeste, là. Pour une tranche de jambon, bien, au minimum, ça me prend 2 tranches de pain. Hein, donc, vous avez ici, de façon très naturelle, dit ça me prend 2 tranches de pain pour une tranche de jambon pour faire un sandwich. Vous avez donc fait un rapport de proportion, qui sont l'équivalent même des coefficients stéchiométriques, hein, 2 pour 1. Donc, dans la réaction, ici, pour former un sandwich, j'ai besoin de 2 fois la tranche de pain et de 1 seule fois la tranche de jambon.
Là, ensuite, ben, je continue à poser des questions, puis j'écris des choses au tableau. Ça peut ressembler à quelque chose du genre. Mettons qu'on prend ceci, puis qu'on fait vraiment une idée de réaction ou de bilan réactionnel avec ceci, avec ce qu'on appelle là, la situation initiale, la situation en temps de réaction et la situation finale à la fin. Ce qu'on appelle un tableau IRF là, dans votre volume. Là. Bien, c'est une façon de modéliser ceci. Puis ben là, je demande aux étudiants, ben, mettez des chiffres là-dedans pour arriver à faire un sandwich. Bien, souvent, on me dit ceci avec raison, ben, j'ai besoin de 2 tranches de pain, j'ai besoin de 1 tranche de jambon. C'est sûr qu'au début, j'ai aucun sandwich qui est commencé, hein, qui est fait, là, donc c'est ma situation initiale. Donc, je sors les ingrédients, c'est ce que ça veut dire. Hein. Je vais sortir 2 tranches de pain, je vais sortir 1 tranche de jambon. Et je vais me mettre en action, c'est-à-dire je vais commencer à fabriquer mon sandwich, je vais utiliser mes 2 tranches de pain, je vais utiliser ma tranche de jambon, et par le fait même, je vais créer un sandwich qui va être le résultat final. Et à la fin de tout ceci, je n'ai plus de tranche de pain seul, je n'ai plus de tranche de jambon seul, mais j'ai un sandwich qui est prêt pour mon lunch pour la journée. Bon, je vous conseille d'amener quelque chose d'autre que ceci, parce que c'est un peu sec, mais bon. Tout ça pour dire que vous avez ici l'image même d'une stéchiométrie qu'on appelle une stéchiométrie parfaite. C'est-à-dire que les quantités initiales sont parfaitement ajustées pour que les 2 quantités initiales finissent à 0 de ce côté-ci et qu'on obtienne de ce côté-ci le résultat qui est logique avec la disparition de nos réactifs. Ce genre de stéchiométrie, que j'appelle stéchiométrie parfaite ou une stéchiométrie sur papier, ce n'est pas que c'est pas une situation qui est réelle. Mais cependant, je dois avouer une chose, avec les années, je me suis rendu compte que dans les cours au secondaire, on vous montre la stéchiométrie probablement uniquement à partir de chiffres comme ceci, où est-ce que vous arrivez à 0 complètement du côté des réactifs, parce que c'est une stéchiométrie parfaite. Puis bien souvent, on vous dit de mettre comme quantité initiale le coefficient stéchiométrique de chacun des réactifs. Ben, je vous dirais, c'est une façon c'est une façon de simplifier le problème, ok, et de vous amener à bien réussir ce problème-là. Pour ce qui est du niveau secondaire, j'imagine c'est ce qui est recherché. Quand on veut avancer un petit peu plus loin, il y a quand même d'autres choses à faire là, avec la stéchiométrie. Puis, pour plein de raisons, des considérations qui sont expérimentales, on n'arrive à peu près jamais au laboratoire à mettre des quantités initiales qui sont molairement, parfaitement équilibrées comme ça. Donc, il y a plusieurs raisons, là, des fois parce qu'il y a des réactifs qui sont impurs, des fois qu'il y a des réactifs qui réagissent moins vite que d'autres, donc il faut booster leur concentration pour que ça aille plus vite. Faut éviter des réactions à l'équilibre, fait qu'il faut ajuster les concentrations en fonction de déplacer l'équilibre vers la droite selon le principe de Le Chatelier. Donc, les quantités molaires parfaites au départ, comme ça, c'est quelque chose qui, outre sur papier, n'existe pas. Okay? Donc, on va aller examiner des situations qui sont un peu plus réelles, toujours avec mes sandwichs au jambon. Okay? Fait que là, je garde mon équation qui est faite. Là, cette équation-là reste la bonne et on va faire encore une fois de la IRF avec ça. Donc, une espèce de bilan molaire. Puis là, ben, je vais vous dire, vous regardez vos ingrédients, vous allez dans votre garde-manger puis dans votre frigo, et vous trouvez dans votre garde-manger 8 tranches de pain. Puis vous allez dans le frigo, vous trouvez 3 tranches de jambon. Okay? Puis là, à ce moment-là, il n'y a pas de sandwich qui est fait encore. Si je vous pose la question, combien de sandwichs au total on peut faire avec le total des ingrédients initiaux ici? Encore une fois, en classe, d'habitude, la réponse vient assez rapidement. Ben, on dit, je regarde les quantités, je sais que ça me prend 2 tranches de pain par tranche de jambon. Je fais l'analyse de ceci, je me rends compte assez rapidement que la tranche de jambon, en fait, je vais les utiliser au complet, puis je devrais avoir des tranches de pain de trop. Puis, ce qu'on me dit très rapidement en classe, ben, c'est justement ça. Ben, je vais prendre mes 3 tranches de jambon, je vais les utiliser. Hein, je vais arriver à 0 avec ceci. Et de l'autre côté, ben, j'utilise pas les 8 tranches de pain parce que j'ai pas besoin de les prendre au complet. Donc, je vais en prendre 6. Hein? Donc, je vais en prendre 6 parce que je fais 3 sandwichs. Donc, avec les 3 tranches de jambon qui sont ici. Et il me reste 2 tranches de pain qui sont restées dans le sac, en fait, et qui retournent au garde-manger. Avec ceci, j'ai fait 3 sandwichs. Donc, dans la construction, j'ai réussi à en faire 3. Puis à la fin, ben, j'ai 3 sandwichs dans ma boîte à lunch, peut-être pour quelques jours où il y a plusieurs personnes dans la maison qui ont besoin d'un sandwich au jambon pour dîner. Tout ça pour dire que vous avez fait ici
un calcul de proportion. Okay? Vous avez évalué que votre jambon allait s'épuiser en premier. Vous savez que ça prend toujours 2 tranches de jambon, 2 tranches de pain par tranche de jambon. Ce qui veut dire que ici, vous avez besoin de 6 tranches de pain. Donc, ce que vous avez fait, c'est un calcul de proportion. Vous êtes parti de votre jambon. Vous avez dit, j'en prends 3 tranches. J'ai fait fois 2 divisé par 1. C'est ce que vous avez fait dans votre tête, sans vous en rendre compte trop, parce que c'est logique pour vous. Donc, vous avez fait 3 fois 2 divisé par 1, et vous êtes arrivé à la conclusion que ça vous prend 6 tranches de pain pour épuiser les sandwichs. D'accord? Pour épuiser les tranches de jambon pour faire les sandwichs de ce côté-ci. Je m'excuse. Ce que vous avez fait, sans vous en rendre compte, vous avez identifié ce qu'on appelle en chimie un réactif limitant, qui va être celui qui s'épuise en premier, et vous avez identifié un réactif en excès, qui est celui pour lequel il reste quelque chose à la fin lorsque l'utilisation logique a été faite. Je devrais dire même l'utilisation proportionnelle, parce que ici, c'est toujours 2 tranches de pain par tranche de jambon, et puisque on a juste 3 tranches de jambon et qu'on arrive à 0 ici, c'est le nombre de tranches de jambon qui limite le nombre de sandwichs possibles à faire du côté droit. Donc, la quantité finale de produit arrive directement en proportion avec le nombre de limitants qu'on utilise ici. Ici, le limitant et les sandwichs sont en proportion 1 pour 1, fait que c'est pour ça que ça donne moins 3 et plus 3 ici, mais on peut faire aussi des calculs de proportion tout dépendant des coefficients stéchiométriques qu'on va avoir dans notre réaction. D'accord? Donc, encore une fois, vous avez identifié ici limitant et excès. Puis, à ce moment-là, souvent, soit je pose la question, il y a quelqu'un qui me la pose en classe, et la question peut être la suivante. Est-ce que c'est simplement ou est-ce que c'est seulement le jambon qui peut être limitant dans une situation comme ça? Mais la réponse, c'est ça va dépendre des quantités initiales. OK? Parce que si on fait un autre exemple, je prends toujours la même équation et on fait un bilan molaire avec ceci. Cette journée-là, vous allez dans votre garde-manger, votre frigo, et vous voyez qu'il y a 6 tranches de pain qui sont disponibles et il y a 4 tranches de jambon. Et puis, vous n'avez pas de sandwichs qui sont encore faits. Vous analysez le tout. Je vous demande de faire le plus de sandwichs possible. Et ce que vous vous rendez compte cette fois-ci, c'est qu'il y a peut-être trop de jambon pour le nombre de tranches de pain que vous avez. Je vais vous limiter à mettre une seule tranche de jambon par sandwich et ne pas être gourmand pour en prendre une de plus. D'accord? Donc, on va faire des sandwichs qui sont égaux. Et ce que vous allez arriver comme conclusion, là, c'est que vous prenez les 6 tranches de pain. Vous épuisez votre quantité de pain parce que c'est avec ceci qu'on fait des sandwichs là, le plus possible. Et puis, vous allez prendre 3 tranches de jambon. Il va vous en rester une. Et vous allez pouvoir toujours faire 3 sandwichs du côté droit. À ce moment-là, bien, ce que vous avez identifié ici, c'est que le limitant est maintenant rendu le pain, alors que celui qui est en excès, c'est le jambon. Donc, mon point ici, c'est que vous allez toujours devoir analyser vos quantités initiales pour pouvoir trouver c'est quoi la quantité limitante et la quantité en excès, toujours par calcul de proportion. Ici, vous avez fait moins 6, là, ici, autrement dit, pour arriver à moins 3 qui est là, c'est par la logique, vous savez que c'est une tranche de jambon par sandwich, c'est correct, mais ce que vous avez fait, sans vous en rendre compte, c'est le calcul suivant, vous avez fait 6 fois 1 divisé par 2, et ça vous donne la quantité ici. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tantôt, c'est la quantité du limitant qui détermine toutes les quantités sur la ligne réaction, ici. Parce que c'est le limitant qui décide quand la réaction est terminée. Donc, c'est lui qui est le boss de la réaction. À ce moment-là, on a fait 6 fois 1 divisé par 2, ça donne 3. On a fait 6 fois 1 divisé par 2, ça donne 3 ici. Les réactifs disparaissent, les produits apparaissent. Donc, on arrive avec 3 sandwichs. Et il nous reste ici une tranche de jambon qui va être prête pour demain ou faire un autre lunch à un moment donné. Okay? Donc, d'habitude, avec ce genre d'image-là, vous voyez très très bien là, comment les proportions fonctionnent parce que des tranches de pain, puis des tranches de jambon, puis des sandwichs au jambon, vous connaissez ça depuis très longtemps et c'est une image qui est très claire pour vous. Ce qui est bizarre, c'est qu'ensuite, je vous amène avec ceci. Là, je vous dis, OK, mais là, on va prendre une réaction chimique. Okay? Ça, c'est une réaction de neutralisation. Là, on neutralise la base CaOH2 avec du HCl. Vous avez les coefficients stéchiométriques ici qui sont corrects. OK?
OK? Donc, on a les bons nombres de chaque atome. Et là, je vous dis, ben, on va faire une stéchiométrie avec ça. On va faire un tableau IRF. Puis, au lieu de mettre des chiffres entiers, pour commencer, je vous dis, ben, on a 2,58 mol de CaOH2, puis on va avoir 3,26 mol de HCl. Puis à ce moment-là, curieusement, avec autant de facilité que vous aviez avec les tranches de pain, de jambon puis de sandwich, ici, la réponse que j'ai la plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire que, parce que c'est de la chimie, tout d'un coup, ça devient compliqué. Parce que c'est des moles, tout d'un coup, on ne voit plus, on ne visualise plus qu'est-ce que c'est. Et là, on perd nos repères. Et on a beaucoup de difficultés à voir qu'est-ce qui se passe avec ceci. Bien, dans tout ça, souvenez-vous que premièrement, des moles, c'est un décompte. Hein? Quand c'est écrit mol comme ceci, c'est fois 6.022 fois 10 à la 23. Donc 2.58 multiplié par le chiffre que je viens de dire, ça vous donne le nombre de fois que vous avez cet ensemble de billes-là. Puis 3,26, ça vous fois le nombre d'Avogadro, ça vous donne le nombre de fois que vous avez des billes HCl. Ce que la réaction nous dit ici aussi, c'est que pour chaque entité CaOH2, ça va me prendre 2 entités HCl pour compléter la réaction. Traduction, ça me prend 2 tranches de pain pour chaque tranche de jambon. Hein? C'était du 1 pour 2 tantôt, là. Donc, c'est la même chose. Okay? Sauf qu'ici, ben, on compte les atomes en mol et non pas en tranches, là, parce qu'il y en a beaucoup. Okay? Donc, cette petite explosion qui est là, il faut apprendre à la faire disparaître. Hein, à l'enlever, et à continuer d'analyser le problème en se disant, ben d'accord, ça c'est des concentrations ou des quantités initiales. Je n'ai pas de produit pour l'instant. Okay, donc ça va rester comme ça. Où est-ce qu'il faut faire attention? C'est dans la ligne réaction. Okay, il y a comme plusieurs façons de bien faire ceci, mais voici la première façon qui est comme un petit peu à tâtons. C'est de se dire que, par exemple, si j'enlève 2,58 mol ici. Là, je vais utiliser mon CaOH2. Je vais faire la supposition que je l'enlève au complet et que je m'en vais à 0 avec ceci. Bien, avant d'arriver à 0, là, il faut quand même vérifier le calcul de proportion par rapport à la quantité initiale de HCl que j'ai ici. Comme j'ai fait tout à l'heure, hein, je vous disais qu'on partait de la quantité R qui est là et on faisait fois 2 divisé par 1 pour trouver la quantité qui s'en venait ici. Une autre façon de le dire aussi, c'est que pour chaque quantité de CaOH2 qui s'en va, j'ai toujours besoin de 2 fois la quantité de HCl qui doit l'accompagner, parce que le HCl est en proportion 2 pour 1. Traduction, j'avais toujours besoin de 2 tranches de pain pour chaque tranche de jambon. Ce qui veut dire que si j'ai cette quantité-ci de CaOH2 que je décide de faire disparaître, bien pour accompagner cette réaction-là, ça me prendrait 2 fois plus, donc 2,58 fois 2, ce qui donne 5,16. Ça serait la quantité nécessaire de HCl que ça me prend pour accompagner cette quantité-là pour faire une réaction complète. Or, si vous remarquez ici, 5,16 négatif, parce que ça disparaît, c'est plus grand que 3,26. Autrement dit, ici, là, quand je fais ce calcul-là, j'arriverai dans le négatif ici. Puis ça, c'est impossible. On peut pas faire disparaître de matière vers le négatif. Okay? C'est pas de l'antimatière qu'on crée, là. Donc, à ce moment-là, ça, ce que ça veut dire, c'est que quand j'arrive à cette conclusion-là, qu'il y a une des quantités qui arrive au négatif, c'est que j'ai mal choisi mon limitant. Okay? Donc, à ce moment-là, ce que je dois faire, c'est revenir en arrière, enlever ceci, et peut-être changer ma stratégie. Décider que c'est peut-être le 3,26 qui va être le limitant. Et comme tout à l'heure, hein, ce qu'on avait dit, là, on vient d'inverser le paradigme de côté, là, c'est que ici, pour chaque HCl qui s'en va, chaque quantité qui est là, c'est toujours la moitié moins de CaOH2 que je vais avoir de besoin. Traduction, pour tantôt, je regardais mon nombre de tranches de pain, ça me prenait toujours la moitié moins de tranches de jambon pour compléter mon sandwich. Hein? Fait que c'est la même chose ici, là. C'est du 2 pour 1. Donc, ici, si j'ai 3,26, bien, ce que ça va me prendre ici pour accompagner, faire la réaction correcte, 3,26, bien, ça va être 3,26 divisé par 2, hein, qui revient à 1,63. Ici, j'ai fait 3,26 fois 1 divisé par 2. Ça me donne la réponse qui est ici. Et là, ce que je me rends compte, c'est que si j'en enlève 1,63, j'en ai assez. Okay?
j'en ai 2,58 en réserve ici, et ma réaction, elle est maintenant possible. Donc, ce que ça va donner, c'est que mon HCl, lui, va s'en aller à 0, puisque c'est mon réactif limitant. Hein? Je vais l'avoir épuisé au complet. Puis de l'autre côté, bien, il va me rester, si je fais la soustraction suivante, il va me rester 0,95 mol. C'est le restant. Donc, autrement dit, le CaOH2 ici, mon réactif, en excès. Parce que la ligne qui est ici, c'est la ligne qui m'indique c'est quoi les partenaires qui réagissent ensemble avec la bonne proportion de chacun pour faire une réaction complète. Et on va épuiser ici le HCl jusqu'à la fin. Puis quand le HCl a terminé de réagir, ben la réaction arrête. Puis de l'autre côté, on va pouvoir définir les quantités par rapport au nombre de moles de HCl qui a été utilisé, parce que c'est lui qui était le limitant. Donc, c'est lui qui décide quand la réaction arrête. Traduction, c'est lui qui décide combien de sandwich je fais de ce côté-ci. Okay? Comment je fais ceci? Bien, il y a plusieurs façons, encore une fois, mais si je continue l'espèce de calcul de proportion que je fais depuis tantôt, bien, c'est 3,26 fois 1 divisé par 2 pour le CaCl2. Donc, fois 1 divisé par 2, ça veut dire divisé par 2. Là. Donc, ça va donner plus 1,63 ici, parce que les produits apparaissent. Puis, pour ce qui est du H2O, je vais faire 3,26 fois 2 divisé par 2. Autrement dit, je fais fois 1. Hein? Donc, ça me donne plus 3,26. Et ceci sont les deux quantités des produits qui vont arriver là de l'autre côté. Donc, ça me donne la quantité qui est apparue du côté droit. Donc, à la fin, à la situation finale, vous avez un limitant qui a été épuisé au complet, puis lui, quand il est épuisé, la réaction arrête. Une fois que la réaction est arrêtée, à la fin, il va me rester du CaOH2 parce que lui, il était en excès. Donc, il en reste 0,95 mol. Et la réaction s'est arrêtée au moment où est-ce que j'avais créé 1,63 mol de CaCl2 et 3,26 mol d'eau. Donc, ce genre de calcul-là est aussi repris dans les capsules subséquentes. Là, j'ai des capsules qui suivent, qui vous parlent du calcul vraiment là, en stéchiométrie avec des réactions chimiques. Là, ça se continue. Des exemples de problèmes là, classiques. Fait que je vais vous inviter aussi à regarder ces capsules-là. Mais en terminant celle-ci, j'insiste sur le fait que la stéchiométrie, essayez de vous détacher de l'idée que les moles, c'est compliqué et tout. Là. Ce n'est que des calculs de proportion avec des chiffres initiaux qu'on multiplie puis qu'on divise par des coefficients stéchiométriques. Et c'est simplement une indication de pairage ou de collision entre un nombre X de réactif 1 puis un nombre Y de réactif 2, toujours en respectant la proportion qui est écrite comme quoi si dans ce cas-ci c'est du 2 pour 1. Donc dans la réaction ici, il faut absolument que j'ai du 2 pour 1 qui se fait comme réaction. Donc c'est comme ça que vous allez maîtriser la stéchiométrie un petit peu plus avancée que ce que vous avez normalement vu jusqu'ici.